Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un des paradoxes les plus troublants de la condition humaine, la servitude volontaire. C'est cette idée, assez folle quand on y pense, qu'on accepte et parfois même qu'on recherche notre propre domination. Mais comment c'est possible? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Et voilà la question qui est au cœur de tout ça, une question simple en apparence, mais qui donne le vertige. Pourquoi est-ce qu'on finit si souvent par danser avec sa propre captivité? C'est vraiment ça le mystère qu'on va essayer de déchiffrer. Bon, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, posons les bases. La servitude volontaire, attention, ce n'est pas du tout une soumission forcée, sous la contrainte. Non, non, c'est bien plus subtil. C'est cette tendance, bien humaine, à donner son accord et parfois même à vouloir sa propre domination. Oui, oui, c'est un acte de volonté. C'est ça qui est complètement paradoxal. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, ce fameux paradoxe de nos chaînes. La question est simple. Comment est-ce qu'on peut se sentir prisonnier et en même temps être celui qui tient la clé de sa propre cellule? Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas une simple résignation. Pas du tout. Tout le conflit, il est intérieur. D'un côté, dans sa tête, on résiste. On se dit non, mais c'est pas juste, on proteste. Et de l'autre, dans les faits, dans la pratique, on se soumet. On continue à faire ce qu'il faut pour que la situation ne change pas. C'est une résistance en esprit, mais une soumission dans les actes. Ok, mais concrètement, où est-ce que ça se passe tout ça? On va maintenant explorer ce que l'on pourrait appeler les arènes du renoncement silencieux. Tous ces endroits de nos vies où, petit à petit, on cède du terrain, souvent sans même s'en apercevoir. Prenons le couple par exemple. L'objectif, souvent, c'est de préserver la relation à tout prix, d'éviter les conflits. Mais le prix à payer, il est élevé. C'est le renoncement progressif à soi. On fait des compromis sur ses propres besoins, ses envies, en se disant que c'est pour le bien de l'amour, alors qu'en fait, on est en train de se perdre soi-même dans cette dynamique. Dans la famille, c'est encore plus subtil, presque insidieux. On parle de loyautés invisibles. C'est cette idée que pour rester loyal au clan, pour garder l'amour de ses proches, on finit par porter des sortes de dettes symboliques. On aligne ses choix sur ceux de la famille, au point que son propre désir s'efface complètement. On peut râler, se plaindre, mais au final, on fait exactement ce qu'on attend de nous. Et puis il y a la société. Là, l'objectif numéro 1, c'est quoi? Appartenir au groupe. La peur d'être jeté, d'être mis à l'écart, elle est tellement puissante qu'elle nous pousse à nous conformer. Même quand on sent au fond de soi que la norme est absurde ou injuste, on va peut-être s'en plaindre entre amis, à voix basse, mais on ne va jamais vraiment rompre avec le groupe. Et le prix à payer, c'est qu'on se dissout, on disparaît dans la masse. Au niveau politique, c'est une très vieille question. La Boétie se la posait déjà il y a des siècles. Mais pourquoi un peuple entier désire-t-il un maître? Une des réponses psychologiques, c'est qu'en s'identifiant à un leader, on a l'impression de partager sa puissance. On se sent protégé, en sécurité. Et pour obtenir ce sentiment de sécurité, on est prêt à sacrifier une partie de sa liberté personnelle. D'accord, mais alors comment ça tient tout ça? Quel est le mécanisme psychologique qui fait que cette servitude peut durer? C'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur, si l'on peut dire, le phénomène de la contestation qui paradoxalement a servi. Et tout tient dans cette phrase qui est la clé de tout. Écoutez bien, la plainte devient une illusion de résistance. Prenons un instant pour vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. Et l'idée, elle est redoutablement simple et puissante. Se plaindre, contester, râler, que ce soit dans sa tête ou avec les autres, ça sert en fait de remplacement à l'action. C'est comme si le fait de s'indigner suffisait. Ça devient l'excuse parfaite pour ne pas avoir à agir. On a l'impression d'avoir fait sa part, juste en protestant. Et pourquoi ce piège marche si bien? Parce que psychologiquement, on en tire des bénéfices immédiats. D'abord, se plaindre, ça permet d'éviter de se regarder en face et d'admettre qu'on est soumis. C'est trop douloureux. Ensuite, ça nous donne un petit sentiment de supériorité morale, l'impression d'être meilleur que le système. Et surtout, ça préserve l'illusion que notre dignité est sauve. C'est une sorte de bouclier pour l'ego. Sauf que cette illusion a un coût très élevé. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment, petit à petit, la dignité finit par s'évaporer dans ce processus. C'est un processus vraiment insidieux qui se déroule en 4 temps. Tout commence par une petite chose, un premier renoncement, un petit compromis. Étape 2, l'habitude. Ce qui était une exception devient la nouvelle norme. 3e étape, la rationalisation. On se trouve des excuses, on commence à se convaincre que l'autre a finalement raison ou plus de droits que soi. Et la dernière étape, la pierre peut-être. On intériorise tout ça. On finit par accepter l'idée que sa propre liberté, au fond, elle est sacrifiable. Le résultat final, il est tragique. C'est une dignité qui est fracturée. Et le point le plus important, il est là. Cette dignité n'a pas été arrachée de force. Elle a été cédée. Petit bout par petit bout, avec notre propre consentement.
Maintenant, pour conclure, l'idée n'est pas du tout de juger. Il faut voir cette dynamique non pas comme une simple faiblesse, mais plutôt comme une stratégie de survie. Une stratégie très humaine, même si elle est complètement paradoxale. Parce qu'au fond, tout ça vient d'un dilemme qui est au cœur de notre condition. D'un côté, on a ce désir profond d'autonomie, de liberté, et de l'autre, on a cette peur viscérale de la perte, de la solitude, du rejet. Et la servitude volontaire, eh bien, c'est parfois le compromis tragique qu'on trouve pour naviguer entre ces deux peurs. Ce qui nous amène à cette conclusion, la servitude volontaire est ainsi moins un renoncement qu'une stratégie de survie. Mais c'est une stratégie terriblement coûteuse. Pourquoi ? Parce qu'elle finit par détruire exactement ce qu'elle était censée protéger. Le lien, la sécurité, et au final, sa propre dignité. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qu'on peut tous se poser. Une question à la fois très personnelle et complètement universelle. Finalement, quelles sont les chaînes que l'on choisit de porter, juste pour avoir la certitude de ne pas être seul ?